Je viens d'acheter cette Lamborghini Urus pour ma copine. Merci. Et pour pas cher, évidemment. Oh, oh, le capot se détache. Mais il y a une raison pour laquelle cette voiture est là depuis plus d'1 an. Acheter une voiture accidentée, c'est prendre un gros risque. C'est pas bon. Je suis bien placé pour le savoir, on en a déjà fait plein. Mais en acheter une qui vaut plus de 200 000 livres sterling, ça ne fait qu'empirer les choses. Oh mon Dieu! Mais quand j'ai vu cette Urus apparaître aux enchères, je me suis dit que c'était ma seule chance d'en avoir une pour une véritable bouchée de pain. Alors, je me suis lancé. Il n'y a pas un problème? Oh mon Dieu! Le truc, c'est que les images que vous voyez ici ont été filmées il y a presque 1 an. Vous les avez peut-être déjà vues en arrière-plan, dans de nombreuses vidéos. La voici, il y a de ça 10 mois. Voilà la nouvelle voiture d'Anna, et voici la personne à qui je l'ai achetée. On a remis en état la Range Rover d'Anna il y a longtemps maintenant, à tel point qu'elle a déjà 280 000 km au compteur. C'est dommage, j'aimais bien la Range Rover. J'étais attachée à cette voiture, tu t'en rends pas compte, ça va être difficile. T'aimes ta voiture, Kevin? Oh ouais. Je crois qu'elle l'aime bien. Alors, tu l'aimes? J'aime bien. Mais qui n'aimerait pas une rousse? Ouais, c'est vraiment Et sympa. alors, tu vas la réparer quand? Mais c'était justement la question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Et ça nous amène à aujourd'hui, le 23 juillet 2024. Ça fait un bail que j'ai acheté cette voiture. Mais c'est aujourd'hui qu'on commence enfin à bosser dessus. Je crois qu'on devrait d'abord faire une petite visite. Même si l'Urus n'a pas sa meilleure forme aujourd'hui, il y a en fait plein de bonnes choses dessus. Akrapovic! Je pense que ça, c'est un bonus extra. Des jantes en alliage 23 pouces. Frein en carbone céramique. Carbone. Couture Lamborghini. Siège rabattable, mais pas électrique, un peu bizarre. Oh! La Lamborghini. Oh, ça doit valoir une fortune. C'est cool, j'aime bien ça. Et c'est par là qu'on remplit l'huile. Ah d'accord, c'est ici qu'on met l'huile. Merci pour cette apportation. De mon temps, c'était vraiment cool d'avoir un volant à fond plat. Ouais, c'était plus cool, pour être honnête. Un toit ouvrant, ouais. Est-ce qu'elles ont toutes un toit ouvrant? Je pense que toutes les Urus ont un toit ouvrant. Mais dans l'ensemble, la voiture est incroyable. Comme on peut s'y attendre pour un SUV aussi cher. Mais cette voiture a peut-être plus de défauts que de qualités. Oh, c'est pas bon. Non, c'est bon. Tu l'emmènes quand chez le coiffeur? Ah, il manque plein de trucs. L'avant gauche endommagée. La l'avant droite, on dirait que elle a été sectionnée. La roue est un peu courbée. Le pare-brise est abîmé. Airbag déployé. Airbag déployé. Airbag déployé. Mais ceci n'étaient pas les dégâts qui m'inquiétaient. C'est ça. Ce pied de châssis est complètement à côté de l'endroit où il devrait être. Et vous pouvez le voir ici. Regardez ici, là. Il y a le sous-châssis qui est boulonné au pied du châssis. Et il a disparu. Ça touche. Le pied du châssis n'est pas censé toucher la roue, mais il la touche. Les dégâts sur le châssis sont énormes. On ne sait pas encore jusqu'où ils vont. Mais ça, c'est comme le corps du papillon qui ouvre et qui ferme pour laisser entrer l'air dans le moteur. Et en ce moment, il est là. Il se trouve en dessous. Et c'est pour cette raison qu'on ne sait pas encore si ce moteur fonctionne. Il était répertorié comme hors d'état de marche, mais l'accident a pu causer de sérieux dégâts au moteur. Et alors, pourquoi elle démarre pas? Eh bien, il manque la moitié de Je sais l'avant. qu'elle n'a pas de radiateur, mais on peut la démarrer un peu. Eh bien, premièrement, le fusible pyro est peut-être grillé, parce que les Mais tu peux airbags quand ont même sauté. le faire. Ouais, mais il y a un truc qui me fait quand même un peu flipper, juste ici. Là, c'est le collecteur d'admission. Et devine quoi, Matt? Quoi? C'est notre moteur préféré au monde. Un moteur de RS6. Ah d'accord, bon bah c'est bon, amuse-toi. À plus tard. Ce moteur a beaucoup de points en commun avec la nouvelle RS6. Et on a déjà bossé sur l'ancien moteur RS6, qui n'était pas le plus facile à travailler. Et comme les collecteurs d'admission sont en plastique, on craint qu'une partie se soit cassée et ait même été aspirée dans le moteur. Mais pour réparer ça, on va devoir démonter le moteur. Donc, en fait,
on devrait vraiment le démarrer avant de démonter le moteur. Parce que si on enlève le moteur, qu'on répare toute la structure, puis qu'on le remet en place et que le moteur est fichu, on aura perdu notre temps à le démonter et à le remonter. Je pense qu'on doit essayer de le démarrer. Ouais! Comme c'était la voiture d'Anna, c'est elle qui a sorti les outils en premier. D'abord, on enlève le capot. Voilà, la première pièce. Bon, il y a quelques trucs à savoir pour démarrer une voiture ou pour faire tourner un moteur. Le premier, c'est l'alimentation. Et la batterie de cette voiture est à l'arrière, mais on a des câbles de démarrage ici. Mais c'est juste un système d'alimentation bizarre. Vous pouvez voir 14,8 volts et 50 ampères. Je sais pas si c'est une batterie bizarre, mais quand il y a de l'électricité, eh bien, en fait, comment dire, c'est pas vraiment notre truc, n'est-ce pas? C'est pas vraiment notre domaine, en quelque sorte. J'ai donc sorti le bloc de démarrage et je l'ai branché sur les points de connexion situés sous le capot. Une fois que c'est fait, la voiture devrait démarrer. Et on devrait pouvoir ouvrir le coffre. Waouh! Et maintenant, on peut vérifier la batterie. Tu penses que c'est juste une batterie de loisir? Je pense que c'est peut-être une batterie de loisir. 48 volts. Pourquoi t'aurais besoin d'autant de volts? C'est 2 fois plus que la normale. L'autre chose dont on a besoin, c'est de carburant. Voyons si on a du carburant. Ouais, on en a. La prochaine chose dont on a besoin, c'est l'huile. On voulait aussi nettoyer cette prise d'air. Parce qu'il y avait beaucoup de poussière dedans, et que toute poussière qui serait aspirée dans le moteur ne lui ferait pas de bien. Et on ne peut pas vérifier l'huile tant que la voiture n'est pas en marche, car il n'y a pas de jauge. Alors maintenant, on va juste enlever ce support pour mieux accéder au tuyau d'admission et pouvoir tout nettoyer. Donc le boîtier de filtre à air est posé dessus et l'air est aspiré vers les turbos. Et les turbos tournent, ce qui crée une poussée, puis l'air ressort par le bas, passe par cette partie centrale, ici, et passe par ces tuyaux. Donc, quand il repasse par ces tuyaux, il se connecte à un refroidisseur intermédiaire, situé de chaque côté, qui refroidit l'air avant qu'il ne soit poussé dans ce truc, qui va dans le moteur d'une manière ou d'une autre. Donc, ça devrait être là. Il devrait y avoir une boucle ici, mais pour l'instant, ça va juste aspirer l'air et le rejeter directement, si on arrive à le démarrer. Donc, il n'y a pas d'air qui va vers le moteur. Le seul air qui arrive au moteur, il passe par là. Donc, il n'y aura pas d'air suralimenté. Donc, je pense pas réellement que ça va marcher. Mais s'il tourne, c'est un bon signe. Ouais, c'est à peu près tout ce que tu vas pouvoir lui faire, je pense. Il y avait quelques autres trucs à faire, comme plier ce tuyau pour pouvoir démarrer. Mécano! Mécano! C'est un conseil de mécano? C'est une pièce qu'on n'a pas besoin de réparer pour l'instant. Bon, Anna, à toi de démarrer. Tu vas appuyer sur le bouton et il va rien se passer. Ça va faire... Et on va passer 1 heure à chercher le fusible pyro. Pense que ça va démarrer? Moi, je pense qu'elle va démarrer. Même si eux, ils y On a croient confiance. pas trop. Ouais, on a confiance. Ok, on est prêt à y aller. C'est tout? Non. Rien? Oh, la batterie est complètement à plat. Regarde, ça continue de décompter. Mon père a alors pensé que ce serait une bonne idée de brancher 2 blocs de démarrage au point de connexion, sous le capot, pour donner un petit coup de pouce à la voiture et l'aider à démarrer. Ok, tu veux essayer? Oh! Oh mon Dieu! Oh. Ça marche! Incroyable! Oh, vraiment incroyable! J'y crois pas! Oh mon Dieu, regarde ça! On dirait un tracteur! Ça marche! Le voyant d'huile est éteint. Est-ce qu'il y a un voyant d'huile? La voiture a démarré dès le premier tour de clé. Nous étions tous surpris. On dirait un V8! On dirait un V8 américain! Ok, éteins-le! Ça a démarré du premier coup! Tu n'y croyais pas, toi? Bonne nouvelle, mais comment est-ce que ça... Ça a même pas tourné, ça a juste fait... Oh, sympa. Donc, y a pas de fusible pyro, c'est ça? Non, je pense qu'on n'a pas à s'en soucier. Ma Gallardo non plus, n'est-ce pas? Non, ça a juste démarré. Les Lamborghini sont du genre, ouais, continue à rouler. Cette voiture est un tank. Ouais, on y va maintenant. Autre bonne nouvelle, on devrait pouvoir la mettre au point mort maintenant. Ok, redémarre et regarde si ça passe au point mort. Pied sur le frein. J'appuie sur le frein. Maintenant, appuie à nouveau.
Ouais, c'est au point mort. Ça marche. Quand tu l'as éteint, elle est passée directement en mode parking. Non, ça dit changer de vitesse. Ouais, super. On est au point mort. Oh là là, tout marche sur cette voiture. Je l'avais dit, je l'avais dit. Maintenant que l'Urus est au point mort, on peut essayer de la pousser à l'intérieur de l'unité. Mais il y avait un problème. Je pense pas que ça va rouler tout droit. Eh bien, cette roue va... Elle veut aller par là. Et cette roue, elle veut aller par là. Donc on dirait que le patin était la seule option si mon père arrivait à mettre le cric. Finalement, on y est arrivé. Avec les roues avant sur des patins, on devrait maintenant pouvoir tirer la voiture. Oh là là, le plan. On le tire du pied du châssis, parce que si ça marche pas, on pourrait tirer le pied du châssis tout droit. C'est un bon nœud. Ouais, c'est un bon nœud. Oh là là. Wow! Wow! On dirait qu'on a enfin réussi à la faire bouger. Mais vous vous demandez sûrement comment cette Urus a fini dans cet état. Eh bien, avant de l'acheter, j'ai vérifié sur Car Vertical. Et j'ai vu que la voiture avait eu un accident en mars 2023. Et puis j'ai trouvé cette vidéo de mars 2023, qui a été reprise par quelques journaux. Une Lamborghini Urus percute un arrêt de bus. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais on dirait que la neige y est pour quelque chose. Pendant ce temps, on avançait bien pour la mettre à l'intérieur de l'unité, afin de pouvoir commencer à bosser dessus. Donc pour aider ce V8, on a ramené un vrai gangster. Ouais. La C63 nous a été utile pour redresser un peu l'Urus et pouvoir la garer à l'intérieur. Quel spectacle! La voiture est là, on doit juste la faire passer par la rampe là-bas. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va essayer une chose. Démarrer, mettre en marche arrière et voir si ça recule. Même avec les roues dans cet état. Tout ce qu'elle doit faire, c'est rouler en ligne droite. On ne sait pas si ça va tourner parce qu'il n'y a pas de corps de papillon. Ouais! Nous sommes finalement dans mon atelier. Et on commence à voir l'étendue des dégâts sur cette Urus. Ok, j'ai trouvé pourquoi ce côté tourne dans le mauvais sens. Oh, c'est le plus tordu qu'on ait vu. C'est vraiment tordu. Comment ça a pu se tordre comme ça? Oh, ça aussi. Mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est peut-être une bonne chose que ça soit tordu en fait, parce que si c'était pas plié là, ça serait plié ailleurs. Ou cassé. On dirait que l'embout de la barre d'accouplement et la biellette intérieure sont complètement tordus. De l'autre côté, tout va bien. Ouais, de ce côté ça va. Oh, ne les perds pas non plus. C'est toi l'homme des boulons. Oh, Boulon Man! Tu veux ramasser ça, Boulon Man? Ouais, bravo, Boulon Man! Oh, Anna a commencé à retirer tous les boulons du soubassement, qui semblent devoir être remplacés, afin de pouvoir vérifier s'il y a d'autres dégâts cachés en dessous, mais tout semblait plutôt en bon état. Si vous regardiez de l'extérieur, vous ne penseriez jamais qu'elle a eu un accident. Mais si vous étiez en dessous et que vous faisiez un contrôle Car Vertical de la voiture, vous verriez qu'il y a eu un accident, parce que c'est le cas. En fait, ça apparaît bien sur Car Vertical comme un dommage structurel de catégorie S. Un autre truc sympa avec Car Vertical, c'est que ça vous montre l'historique complet de la voiture. Je peux voir quand la plaque d'immatriculation a été changée pour une plaque personnelle RD79. Ça doit être une plaque qui coûte cher, non? À ton avis, ça veut dire quoi? C'est un mec riche. Le mec riche 79. Et si une voiture n'avait pas eu d'accident et était vendue aux enchères sur un site spécialisé dans les voitures accidentées, on peut parfois même voir les photos de la voiture lors de la vente aux enchères. Mais si vous voulez voir votre voiture sur Car Vertical, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et avec le code qui s'affiche à l'écran en ce moment, vous pourrez profiter d'une belle réduction sur votre contrôle. Continuons donc à vérifier l'Urus. Bon. Bonne nouvelle, elle démarre. Elle roule aussi, en quelque sorte. La mauvaise nouvelle, c'est que ce pied du châssis va vers l'est et que celui-là est orienté vers le nord.
On doit trouver un moyen de réparer ça, et la seule façon de savoir comment on va régler ça, c'est de déterminer jusqu'où remontent les dégâts. Et pour ça, on va devoir tout enlever autour. Le moteur, les roues, la suspension, le pack complet. Donc sans plus attendre, c'est parti, on s'y engage, on le fait. Allons-y. D'abord, on enlève les roues. Regardez ça! Ah, c'est beau, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez voir à quel point cette jambe a bougé. Pas mal, en fait. Maintenant, je m'attaque à la doublure de l'arche. Attention! La partie avant et la partie arrière. On dirait que les deux sont abîmés, mais derrière ça, ça a l'air pas mal. Maintenant, on va essayer de sortir ce moteur. On va faire exactement comme pour la RS6, en le descendant directement sur le sous-châssis. Et pour ça, je dois détacher tout ce qui est fixé au sous-châssis, comme ces bras de suspension supérieurs, qu'on a facilement retirés. Ok, c'est parti. Et puis, toutes les connexions électriques, comme le câble ABS, le câble des freins, et les câbles de terre qui sont boulonnés au châssis. Et au lieu de déconnecter la conduite de frein hydraulique et de perdre tout le liquide de frein, je vais dévisser l'étrier du moyeu de roue, puis accrocher l'étrier à la partie endommagée du châssis, car je pense que ce n'est pas facile de purger ces freins. Finalement, j'ai réussi à démonter l'énorme étrier et je peux le suspendre. Par mesure de sécurité, parce que ça va tomber, je retire ça. Ces disques de frein coûtent environ 5000 livres pièce. Et comme ils sont en carbone, ils s'usent assez facilement. Donc la dernière chose que je veux, c'est de les faire tomber par terre. Une fois qu'ils sont retirés, je vais déconnecter la conduite d'air et passer à la suspension pneumatique. Comme ça, on pourra tout descendre, et mon père fait pareil de l'autre côté. Il est temps de passer en dessous. Le moteur et la boîte de vitesse vont être retirés d'un seul bloc, donc on doit déconnecter tout ce qui est relié au moteur et à la boîte de vitesse, y compris l'arbre de transmission qui va vers l'arrière. On doit enlever ça et l'échappement pour pouvoir accéder à l'arbre de transmission. Donc, première étape, ces plateaux et l'échappement. Allons-y. Je suis allé tout au fond de la voiture pour débrancher les connexions électriques qui vont vers la soupape d'échappement. Et une fois déconnecté, je peux commencer à dévisser les supports d'échappement qui le relient au châssis de la voiture. Je suis prêt à abaisser l'échappement jusqu'au sol pendant que mon père et Anna enlèvent tous les caches moteurs qui empêchent l'échappement de se détacher. Mais certains boulons sont un peu rouillés. Ça fait 3 ans. Ouais, mais on dirait que ça fait 30 ans. Ouais, c'est fichu. Tu sais quoi, ils vont pas se défaire. Sur la meuleuse, c'est exactement ce qu'on a fait. Même si cette voiture n'a que 3 ans, on dirait que certains boulons sous le pot d'échappement sont complètement rouillés. Mais comme vous pouvez le voir sur la photo de l'accident, le conducteur n'avait pas peur de rouler avec cette voiture dans la neige. Et elle a donc probablement été exposée à beaucoup de sel sur les routes. Une fois ces boulons retirés, on pourra commencer à retirer l'échappement. Ouais! Et c'est vraiment léger. Regardez ça, c'est tellement léger, c'est du titane. Prochaine étape, on va retirer l'arbre de transmission. Pour sortir l'arbre de transmission, on doit d'abord enlever un bouclier thermique. Et sous ce bouclier, il y a un autre support qu'on doit dévisser. Maintenant, l'arbre de transmission est connecté à la boîte de vitesse. Il descend au centre de la voiture puis se connecte au différentiel arrière. Il y a 6 boulons qui le fixent au différentiel arrière. Et c'est ce que je suis en train de dévisser. Une fois les boulons desserrés, je vais pouvoir le dégager. Wow! Arbre de transmission retiré. Et ensuite, pour retirer l'arbre de transmission de la boîte de vitesse, je dois casser ce clip usé ici. Et ça devrait glisser hors de la boîte de vitesse. Ce qu'il a fait. Et voilà! Arbre de transmission. Après ça, mon père a commencé à enlever tous les boulons qui fixaient le support de boîte de vitesse au châssis de la voiture. Parce que la boîte de vitesse descend avec le moteur. Et il y a pas mal de boulons à retirer. Donc la colonne de direction va rester connectée à la voiture. Donc ça veut dire que la crémaillère de direction va être démontée. Donc pour déconnecter la colonne de direction de la crémaillère, c'est ce boulon-là que je vais atteindre à partir d'ici. On avance assez vite parce que c'est vraiment similaire à la RS6 qu'on a déjà faite. Crémaillère de direction démontée. Ne tourne pas le volant. Maintenant, mon père débranche le système électrique de la boîte de vitesse. Ah! Je me suis cogné le poignet. Je vais commencer à desserrer les boulons qui fixent le sous-châssis au châssis de la voiture. Et on dirait qu'il en manque un. Bon, il est toujours là, mais il est cassé. Parce qu'on dirait que le châssis a complètement arraché le boulon. Et les derniers sont ici sur le côté. C'est Chris qui va les dévisser. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Ensuite, on vérifie que tous les composants électriques sont bien débranchés en haut, et je sais exactement où ils se trouvent, car on l'a déjà fait sur la RS6. Mais ils étaient mieux placés que sur la RS6.
Tous les connecteurs électriques étaient ici, au-dessus, avec l'ECU du moteur. Lamborghini! Ce qui a rendu les choses beaucoup plus faciles. Chris a commencé à retirer toutes les fiches de l'ECU du moteur, puis à retirer l'ECU. Mon père a débranché la conduite de carburant. Wow! Pendant ce temps, Anna et moi avons débranché d'autres câbles qui devaient être retirés. On doit juste enlever ce cadre ici. Juste pour pouvoir atteindre ce petit écrou, là. Pour sortir la jambe de force. C'est trop bête, mauvais design. C'est pas un bon design. Mais les gens auront des emplois. Si tout était facile, on ferait rien. C'est vrai. Pour atteindre le dernier boulon qui fixe la jambe de force à la voiture, on doit enlever ce renfort de jambe de force. Une fois ça enlevé, on peut maintenant accéder au boulon. Ouais! Anna a commencé à desserrer les boulons de la jambe de force de l'autre côté. Et une fois qu'elle a fini, elle est passée du côté droit et a retiré les boulons de ce côté. Comme ça, le moteur, la boîte de vitesse et toute la suspension pourront être abaissés d'un seul bloc. Regarde ce boulon. Il est tordu. Le boulon est tordu. Ce qui veut dire que ça aurait pu être là, comme ça. Et on pense que le sous-châssis a probablement traversé et a tordu le boulon. On enlève. Je pensais vraiment qu'il y aurait beaucoup plus de choses à défaire. Eh bien, je sais pas si t'as remarqué, mais la moitié a déjà disparu. Maintenant, on peut pousser la palette sous le moteur et desserrer les derniers boulons qui fixent le sous-châssis à la voiture. Ce qui devrait abaisser le moteur sur la palette. Dernier boulon, les gars! Préparez-vous! On va sortir le moteur d'une Lamborghini Urus pour la toute première fois. Ouais! Bien. Ouais, mec! Regarde cette bête. Ouais, mec! Regardez ça. Oh, mon Dieu! Le voici. Voilà un énorme V8 biturbo de 4 litres accompagné d'une boîte de vitesse tout aussi importante. Et maintenant qu'on a sorti ce gros morceau, on devrait pouvoir inspecter le châssis et voir l'étendue des dégâts qui ont été causés et ce qu'il faut réparer. Cette jambe est vraiment en mauvais état. Vous voyez ici où le sous-châssis devrait être fixé. Là et là. Et on voit qu'il a complètement disparu. Mais j'espère qu'on pourra garder cette tour de suspension en place, parce qu'elle ne semble pas avoir endommagé la structure, à condition qu'elle soit bien droite. Mais il n'y a pas de signe évident qu'elle ait bougé, comme ce serait normalement le cas si l'un des boulons s'était déplacé, ou si le boulon n'était pas bien aligné ici. Mais heureusement, tout semble intact à cet endroit. Bien sûr, on va le mesurer, ce qui est un problème en soi, j'y reviens dans une minute. Les dégâts ne semblent pas trop importants. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est Lamborghini. Au Royaume-Uni, on a le droit de réparer, ce qui veut dire qu'on peut acheter à peu près n'importe quelle pièce auprès du constructeur pour réparer nos voitures, alors que dans des pays comme les États-Unis, il faut être réparateur agréé pour acheter des pièces structurelles. Et pour certains véhicules, comme les Porsche, on ne pouvait pas acheter de pièces structurelles. On devait les acheter au Royaume-Uni, puis les expédier aux États-Unis pour réparer la GT3. Alors que pour les pièces Lamborghini, on peut acheter ces pièces structurelles, on peut acheter ce pied de châssis et tout le reste. Mais la seule chose qu'ils peuvent nous refuser au Royaume-Uni, ce sont les procédures de réparation. Ils ne peuvent pas nous donner, ils ne sont pas obligés de nous donner les procédures de réparation. C'est le problème qu'on a en ce moment. Donc Lamborghini ne veut pas nous donner les procédures de réparation parce qu'on n'est pas un réparateur Lamborghini agréé. Et bien entendu, les seules personnes qui sont des carrossiers agréés Lamborghini, c'est Lamborghini eux-mêmes. Donc on ne peut pas aller chez un carrossier et dire « faites-moi ça sans facture ». Mais pour Audi, on peut obtenir les procédures de réparation et toutes les mesures du châssis. Donc on a maintenant une Audi Q7 qui a le même châssis qu'une Urus. Et on pense, et on espère, avoir des mesures pour ça. On devrait avoir des mesures comme celle-ci, pour savoir exactement où elles doivent aller. Et il faut prévoir aussi des tolérances, plus ou moins 2 mm sur une Audi. Ce qui est pas mal, pour être honnête. Je vais maintenant mesurer les points sur notre châssis, et voir s'ils correspondent aux mesures que nous avons prises sur l'Audi Q7. On utilise cet outil. C'est ce qu'ils utilisent dans les carrossiers. 470
mm. 470. Voyons voir. Ah, 470 et plus, ok. Ok, donc on sait que maintenant, on doit aller de là à là. Là. De là, c'est le testeur. Parce que on espère que c'est droit. On a 1075, 1076. T'as quoi? 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. On dirait qu'on est assez loin. On a réglé l'écartement des rails à 111 cm pour voir ce que ça donnait. On est super loin. À des kilomètres. Je pense même pas qu'on pourrait arriver jusque-là. Il est impossible de mettre le pied du châssis dans cette zone. Non, faudrait le sortir. Ouais, il faudrait l'enlever. Donc, je ne vois pas comment le Q7 pourrait être pareil. C'est différent. Parce que c'est impossible. Parce que c'est évident que là, on ne peut pas aller là. Là, on ne peut pas aller là. Là, on ne peut pas aller là. À moins qu'il ait été enfoncé, mais rien n'indique qu'il l'ait été. Donc le Q7 peut pas être le même. C'est clairement un châssis Volkswagen. Regarde, il y a des marques. Il y a des marques Volkswagen partout. Je pense que c'est un Q8. Q8 à 100%. Ouais, le Q7 est trop petit. Même si c'était le cas, on a une mesure ici de 111 cm. Et même si c'était 100, il n'y a aucun moyen de le faire rentrer. Donc, on a besoin des mesures d'un Q8 et on ne peut pas ajuster cette jambe sans savoir si elle est droite. Parce qu'on ne sait pas si cette jambe est droite. On n'a rien pour la mesurer, donc on a besoin de ces mesures. Mais c'est aussi pas le plus gros problème qu'on rencontre. N'oubliez pas que cette voiture est restée dehors pendant près d'1 an sans que je ne la touche. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. J'ai gagné cette Lamborghini Urus pour 120 000 livres sterling. La Lamborghini Urus la moins chère à vendre au Royaume-Uni coûte 143 000 livres sterling, mais elle est plus ancienne et a plus de kilomètres au compteur. Mais on est vraiment très, très près du budget. Et le problème, c'est qu'on trouve aucune pièce d'occasion nulle part. C'est pour ça que la voiture est à l'abandon depuis plus d'1 an. Quand je cherche des pièces d'occasion pour l'Urus sur eBay, je trouve des trucs comme les intercouleurs, qui sont compatibles avec l'Urus et la RSQ8. Mais quand il s'agit de vraies pièces Lamborghini Urus, elles semblent beaucoup plus difficiles à trouver. Et acheter chaque pièce dont on a besoin auprès d'un vendeur différent pourrait nous prendre une éternité. Et d'après ce qu'on dit, ces Lamborghini Urus, qu'elles étaient accidentées, inondées ou en bon état, neuves, peu importe, elles sont envoyées en Inde. Parce que je pense qu'elles valent beaucoup plus là-bas qu'ici. Du coup, on a du mal à trouver des pièces d'occasion pour les réparer. Et si on doit tout acheter neuf chez Lamborghini, eh bien, ça peut nous coûter bien plus que les 140 000 livres qu'on espère dépenser pour cette reconstruction. Ça va être compliqué. Et si vous avez des pièces pour la Lamborghini Urus, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires en dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Un mécanicien, c'est comme un médecin, mais pour les voitures. Mais les médecins rétorquent « Ouais, mais toi, t'essayes de réparer des voitures en marche. » Oh! Waouh, la science.